J'adore le Lipton. Je comprends Hugh Jackman. Ça rafraîchit. Bon. Clap! On a parfois en tête les biais cognitifs, mais il y a également une part importante de social, comme vous l'avez vu avec la loi de Stigler, Mathieu, etc. Ces mécanismes sont parfois si ancrés qu'ils deviennent inconscients, et donc difficiles à questionner. Mais il y a un autre vecteur de diffusion de mythes, et c'est tout simplement le mésusage. Ici, on va s'attarder sur un problème précis, la diffusion de mythes par les scientifiques eux-mêmes à cause des citations. Et pour ça, un petit cas pratique, l'effet Hawthorne. Dans les années 20-30, des expériences ont été menées à la Hawthorne Works qui avaient pour but de déterminer le niveau de productivité des ouvriers en fonction de certains facteurs. L'entreprise avait commandé ces études pour évaluer le travail des salariés selon l'intensité lumineuse du lieu de travail. Durant l'étude, on observait une hausse de la productivité, puis une chute une fois l'étude terminée. La hausse observée était donc attribuée au fait que les ouvriers étaient plus motivés, tout simplement parce qu'on leur portait un certain intérêt. D'autres études dans le même style que l'observation d'une corrélation entre intensité lumineuse et productivité ont été menées, en prenant cette fois comme facteur la propreté du lieu de travail, l'ergonomie, etc. Elles montraient à la fin une hausse ponctuelle de la productivité des travailleurs. En 1958, Henry Landsberger, qui a analysé ces études, donne le nom d'effet Hawthorne à ce phénomène. Cet effet décrit la manière dont réagit le sujet étudié lorsqu'il sait qu'il est étudié, ou qu'il est tout simplement observé. Un effet placebo social, si vous voulez. Et comme l'effet placebo, il semble important de tenir compte de cet effet psychologique intrinsèque lorsqu'on mène des études observationnelles ou cliniques, non? Eh bien, pas si vite. L'existence d'un tel effet est vivement controversée au sein de la communauté scientifique. En 1984, le psychologue John Adair a relevé quelques doutes et explications alternatives sur ce qu'il considère comme étant des artefacts dans l'interprétation d'un tel effet. Selon lui, il ne s'agit pas tant du fait qu'un participant ait conscience d'être l'objet d'étude, mais il s'agit plutôt d'un problème d'interprétation des réponses des participants par les auteurs. D'autres papiers présentent également plein d'explications alternatives, comme celui de Parson en 1974 qui dit que les chercheurs qui ont relevé un effet Hawthorne n'ont en fait pas compris que d'autres facteurs influençaient leurs observations et leurs conclusions. Par exemple, l'apprentissage permanent des ouvriers ou le fait qu'ils reçoivent un retour sur leur productivité va avoir un impact sur leur travail ultérieur, etc. Quoi? Mais se pourrait-il que ce soit des facteurs de confusion? Oh là là, c'est tellement inattendu, dis donc. Bref, on ne va pas vous faire la liste des explications alternatives présentées par un paquet de chercheurs en psychologie sociale, économie comportementale, etc. parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Par contre, vous les trouverez en description. On en vient du coup à Hernes et Letrude qui ont publié une méta-analyse, qu'est-ce qu'on aime les méta-analyses sur LMG, en septembre 2019, dans laquelle ils ont analysé des centaines d'articles académiques. Ils ont cherché à évaluer la propagation des mythes scientifiques en regardant plus en détail ce que les auteurs des études analysées faisaient dire à leurs citations. Ils ont pris l'exemple de l'effet Hawthorne en scrutant 200 papiers qui ont cité un autre papier de Bendrix et Willström datant de 2000 qui critiquait l'existence de l'effet Hawthorne. Sur ces 200 articles, 155 citaient ce papier de 2000 en disant qu'il validait l'existence de l'effet Hawthorne. En vrai, ça la fout mal. Et c'est la même chose pour deux autres papiers. Un de Jones de 1992 critiquant l'effet Hawthorne qui, sur 140 citations, 60 lui faisaient dire l'inverse. Et un autre de Frank et Paul avec 189 citations sur 277 qui sont à côté de la plaque. Bendrix a dit à ce propos « Je suis impressionné par le grand nombre de citations de notre papier, mais encore plus impressionné par le fait que la majorité des auteurs l'ont visiblement lu très superficiellement, s'ils l'ont bien lu. » Ouais, ça fait un peu mal pour lui. En effet, selon Letrude et Hernes, l'explication est assez simple. Les auteurs qui font ce genre de mauvais usage des citations ne lisent tout simplement pas l'étude qu'ils citent, ou bien ne comprennent pas l'étude. Le problème, c'est qu'on propage ce genre de mythe au sein du corpus de connaissances scientifiques qu'on considère comme rigoureux. Cela amène beaucoup de questionnements sur la manière dont on conçoit la pratique et la publication scientifique. Ce qu'on a présenté avec l'effet Hawthorne se retrouve également avec d'autres sujets. Et parfois, cela va plus loin encore, les fausses citations.
Certains auteurs vont jusqu'à accoler une citation à une idée développée dans leur papier, mais quand on se penche sur l'étude citée en question, aucune mention de cette idée ne s'y trouve. Putain, les mecs font de la citation apocryphe académique, c'est chaud quand même. Un autre exemple pour être vraiment conscient d'à quel point cela peut aller loin. Le mythe de Popeye et des épinards super riches en fer. Vous avez sûrement entendu quelque part qu'à cause d'une erreur d'étiquetage, on a longtemps pensé que les épinards contenaient énormément de fer, ce qui en faisait un super aliment. À tel point que cela inspira le personnage de Popeye, qui gagnait en force surhumaine chaque fois qu'il avalait une boîte d'épinards, et ce qui augmenta les ventes d'épinards de 30% aux États-Unis dans les années 30. Alors que non. Les épinards ne sont pas si riches que ça en fer, et cela représente un danger car il était conseillé d'en consommer pour traiter des anémies, alors qu'ils contiennent des facteurs inhibant l'absorption intestinale du fer justement. Cette idée reçue a été utilisée pour illustrer la propagation de fausses données dans la littérature scientifique par l'auteur Sune Larson, dans son papier de 95 où il dit « Le mythe datant des années 30, affirmant que les épinards sont une source riche en fer, est dû à une information erronée dans la publication originale, une décimale mal positionnée qui a surestimé le contenu en fer d'un facteur 10. Donc le problème, explique-t-il, vient d'une décimale mal placée dans un rapport scientifique des années 30, qui s'est ensuite propagé dans la littérature scientifique jusqu'à ce que l'on se rende compte du problème. En effet, cela illustre bien le problème du contrôle de la qualité de la production et de la publication scientifique. On pourrait s'arrêter là, mais justement, tant qu'on y est, d'où tient-il cette information? Quelle est la source? Quel est le contexte? Eh bien, regardons la citation. Il cite un papier de Hamblin, de 81, dont le titre est « Faux ». Dans ce papier, l'auteur présente justement quelques fake news propagées dans le milieu scientifique, dont l'histoire des épinards, où il dit « La découverte que les épinards étaient une source de fer aussi riche que la viande rouge date des années 1890, où elle fut utilisée en tant qu'arme de propagande pour des jours sans viande durant la Seconde Guerre mondiale. » Carton rouge donc pour Larson. La source qu'il cite parle d'une découverte datant des années 1890, qui a ensuite été débunkée dans les années 30 par des chimistes allemands qui ont refait des analyses et ont conclu qu'il y avait une erreur de décimale d'un facteur 10 dans les travaux originaux. Larson a donc mal cité sa source dans un papier où il parle des mauvaises citations. Cette ironie a été relevée par le socio-anthropologue Ole Björn Rekdal dans un papier de 2014 nommé « Légendes urbaines académiques », où il déroule toute l'histoire de la transmission de cette idée reçue scientifique à travers un mésusage de la citation des sources, qui en plus de propager des idées fausses dans le milieu académique, le fait de la même manière qu'un téléphone arabe en déformant toujours un peu plus les propos. Là aussi, on pourrait s'arrêter là, mettons qu'on y est, allons jusqu'au bout. Et Hamblin, quelle était sa source à lui à propos de cette histoire de décimales et d'épinards? Dans son papier, Hamblin n'a pas fourni de source permettant de remonter aux documents attestant de cette histoire, ce qui est déjà mauvais signe. On ne peut pas considérer Hamblin comme étant une source primaire puisqu'il ne fait que relater l'histoire dans son papier. Du coup, peut-on vraiment citer Hamblin en tant que source, comme l'a fait maladroitement Larson? Si on cite Hamblin en racontant l'histoire telle qu'elle est relatée dans son papier, notre devoir académique est rempli selon Rekdal. Mais nous serions tout de même coupables de propager une histoire qui n'est pas attestée. Autrement dit, une rumeur. En 2010, le criminologue Mike Sutton a voulu creuser cette histoire. Et voyant qu'il ne trouvait pas la source d'Hamblin, décida de le contacter directement. Ce dernier lui répondit qu'il ne se rappelait plus d'où il tenait cette information, mais affirmait qu'il ne l'avait pas inventée pour autant. Sutton lui fit remarquer que plein d'autres facteurs pouvaient être à l'origine de la surestimation de la teneur en fer des épinards durant le 19e, comme une contamination lors des analyses par exemple. Il critiqua en plus son affirmation que Popeye fut créé pour promouvoir le fer, alors que le créateur a dit s'être inspiré de la teneur en vitamine A pour son personnage. Ça fait beaucoup là, non? Eh bien ça ne s'arrête toujours pas là. Un des lecteurs fit remarquer à Sutton que la source qu'Hamblin n'arrivait pas à retrouver serait un certain Arnold Bender, qui, en 72, lors d'un concours inaugural à la Queen Elizabeth College, aurait dit que la mode des épinards viendrait potentiellement d'une décimale mal placée. Notez le conditionnel à ce moment-là, car au fil des années, il deviendra de plus en plus affirmatif, jusqu'en 82, un an après Hamblin, où il dira dans un manuel de médecine « La croyance peut être retracée jusqu'à une erreur de retranscription de résultats d'analyse en 1870, où une décimale a été mal placée. » On ne sait pas vraiment d'où vient son affirmation, mais ça montre que même de grands chercheurs peuvent au fil du temps relâcher leur prudence et donc leur rigueur en se recopiant et en se recitant. Bref, Sutton semblait avoir démystifié tout ça et a eu le droit à un commentaire d'Hamblin. Merci d'avoir souligné mon erreur vieille de 29 ans maintenant.
Je ne pouvais plus me rappeler d'où je tenais cette histoire de décimales. Je pensais que c'était dans le Reader's Digest. Je suis très content de voir que vous avez découvert toute l'histoire et suis forcé d'admettre que j'avais tort. D'ailleurs, mon nom est Terence, pas Terence. Il semblerait qu'en effet, le Reader's Digest avait également publié cette histoire de décimales mal placées, 7 ans après le papier de Hamblin. À force de citations dans le monde académique, la décimale mal placée s'est tout simplement transformée en fait, à tel point que cette histoire se retrouve dans plein de papiers ultérieurs, sans qu'il n'y ait une mention de Hamblin, Bender ou Larson, estimant que ça ne valait même plus la peine de citer une source pour cette histoire aujourd'hui admise. Et tantôt, cette erreur date de 1870, tantôt de 90, tantôt de 1930. Alors que cette erreur de décimale est vraisemblablement un mythe. Oh garçon, ça a escaladé rapidement. Pour ponctuer cette histoire, Hamblin publia en 2010 un article intitulé « Épinard, j'avais raison, pour les mauvaises raisons ». Sacré Hubert, toujours le mot pour rire. Dans lequel il dit « Quelques fascinantes recherches effectuées par Mike Sutton ont découvert toute la vérité derrière la décimale et le mythe du fer dans les épinards. Et je suis enchanté de pouvoir dire que j'avais raison à propos de l'inutilité des épinards en tant que source de fer, mais j'avais fichtrement tort à propos de l'origine de ce mythe. La morale de l'histoire, c'est qu'une bonne histoire n'est pas forcément une histoire vraie. La morale de l'histoire, c'est raconter des fake news. Ces anecdotes montrent des dérives considérables. Si on ne se penche pas plus en détail sur les citations, on peut tout simplement publier tout et n'importe quoi. Pourtant, la citation a énormément d'importance, comme on l'a déjà rappelé dans notre vidéo à ce sujet. En plus d'être un outil épistémologique permettant de remonter à toute source de connaissances, elle remplit un rôle sociologique de reconnaissance d'un travail effectué par ses pairs. Il s'agit donc de vivement questionner la pratique de la citation. Si les légendes urbaines font de belles histoires, le milieu académique n'a pas à devenir le terrain de jeu des rumeurs, pour reprendre les mots de Regdal. Évidemment, cela ne signifie pas qu'il faille ne plus citer ses sources. Citez, bande de faquins, mais citez bien. À la décharge d'un bon nombre de chercheurs pétris de bonnes intentions, on s'embourbe actuellement dans un système qui nous pousse à toujours plus de productivité, toujours plus de compétition, toujours plus de publications. Et cela a été relevé par Raja Sekaran en 2012, le système actuel pousse à de la recherche low quality et encourage du coup les fraudes, le plagiat et la rétractation d'articles. Car seul compte de pouvoir tenir le jeu du nombre pour la progression de carrière et pour les promotions. Posons-nous la question. Le fait qu'en 2006, 1,3 million d'articles revus par les pairs aient été publiés, est-ce vraiment l'étendue de l'avancée de nos connaissances? Ou bien surtout du gaspillage avec des données pour la plupart insignifiantes? La prévalence des légendes urbaines académiques n'est qu'un symptôme, dont la cause est bien plus large et systémique. Il s'agit donc de revoir nos priorités. Une grande quantité de production de qualité moyenne par manque de temps, laissée à l'affinage des études, avec une myriade d'articles scientifiques n'apportant rien de nouveau, qui ne fait pas avancer la science, ou bien privilégier la qualité des études et donc laisser plus de temps aux scientifiques de faire de la belle science en prenant soin de faire les choses correctement. Et donc entre autres, le fait de citer ses sources. Et en passant, relativisons le caractère autocorrecteur de la science. C'est vrai qu'elle s'autocorrige, mais sur un temps long et pas de manière automatique, en témoigne la diffusion de l'effet Hawthorne ou du fer dans les épinards à travers le siècle dernier. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Gardons ces mots de Stanislaw Jerzy-Lec, la diffusion de la méconnaissance du monde doit être élaborée, elle aussi, de manière scientifique. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortez l'ouvert. C'est fini.